Les soviétiques. Léonid Brejnev, nous n'avons pas envahi l'Afghanistan, nous aidons les Afghans. Couple divorcé, qui doit garder l'enfant? Un film, un procès. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Loi martiale à Kaboul, couvre-feu depuis tout à l'heure dans la capitale afghane. Voilà les premières conséquences de très importantes manifestations d'hostilité aux occupants soviétiques toute la journée en Afghanistan. 3 morts déjà au moins. On a vu plusieurs dizaines de milliers de manifestants répondre à ce genre de tracts qui ont été distribués dans le bazar de Kaboul, des tracts très durs. On peut y lire mort à Brejnev, l'assassin des peuples, mort aux Russes, mort à l'impérialisme soviétique. C'est bien la preuve que la résistance d'une partie de la population afghane à l'intervention soviétique n'a pas faibli depuis 2 mois, au contraire. Personne ce soir ne peut témoigner. Pour que les premières informations parviennent de Kaboul, il faudra attendre probablement que les rares journalistes occidentaux qui se trouvent encore là-bas puissent sortir et raconter eux-mêmes la grève du bazar et les soldats tirant dans la foule. Ce que l'on sait des événements des 48 dernières heures montre en tout cas que face à la présence soviétique, l'attitude de la population a radicalement changé. Ces images, nous les avons tournées dans le bazar de Kaboul il y a 1 mois. Les ruelles obscures grouillaient d'hommes hostiles aux soldats étrangers. La rumeur y affirmait que des Russes y avaient été assassinés. On annonçait semaine après semaine la grève du bazar comme une grande mobilisation de résistance passive. Mais rien ne venait, seuls quelques gestes isolés comme des embuscades tendues à des patrouilles soviétiques en plein centre-ville, embuscades meurtrières, nous en avons été témoins. En revanche, pour tous ces petits commerçants, la grève d'hier, tellement attendue, change probablement tout. Chacun se sentait isolé, personne jusqu'à présent n'avait osé manifester seul son opposition à l'intervention des Russes, des chouravis, comme on les appelle là-bas. Désormais, cela pourrait bien être tout le contraire. Nous avons pu recueillir un témoignage d'un résident français à Kaboul, témoignage très court, car c'est à ce moment-là que les communications de l'Afghanistan avec le monde extérieur ont été coupées par les autorités. Il est à l'heure actuelle impossible de joindre Kaboul par téléphone ou par téléx. Je vous propose donc d'écouter ce bref témoignage. Il faut dire que cette manifestation d'unanimité a été une réelle surprise pour les habitants de Kaboul qui, pour la première fois, ont vu une manifestation réellement de masse dans les conditions particulières de l'Afghanistan d'aujourd'hui. Voilà, et c'est à ce moment-là, je vous le disais, que la communication a été brutalement coupée. Bruno Albin, vous avez vécu plusieurs semaines à Kaboul. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de journalistes occidentaux, malheureusement, qui puissent faire leur travail. Est-ce que vous sentiez déjà à ce moment-là la résistance du peuple afghan dans son ensemble à l'intervention soviétique ou bien d'une partie de la population? Je crois qu'on pouvait, à l'époque où nous y étions, c'est-à-dire début janvier, entre le 7 et le début de ce mois de février, il n'y a pas parlé véritablement d'une résistance du peuple afghan, tout au moins de l'expression d'un désaveu flagrant à tous les niveaux. On pouvait parler du chauffeur de taxi jusqu'au directeur d'hôtel. Des petites manifestations d'hostilité, des gestes très explicites montrant que le soldat soviétique n'était pas chez lui en Afghanistan. En revanche, en parlant avec des gens qui affirment détenir à Kaboul certains leviers de commande au niveau d'une organisation de la guérilla urbaine, certaines personnes affirmaient qu'environ 1600 combattants étaient entraînés et prêts à se soulever face aux soviétiques. Mais cela, personne jusqu'à présent n'a pu le vérifier. On ne sait même pas si hier, ces 1600 combattants se sont soulevés à l'occasion des manifestations dont on a parlé. Et jusqu'alors, l'opposition n'était pas vraiment organisée. Il y avait plusieurs sources d'opposition. Non, il n'y a pas d'opposition à proprement parler. Il y a plusieurs tendances à l'intérieur du parti unique, mais tout cela, c'est très très compliqué. Je crois que le véritable ferment d'opposition, c'est l'islam, c'est un sentiment religieux qui conduit les Afghans à se prononcer d'une manière très très dure aujourd'hui contre la présence des soviétiques. Vous savez que les religieux musulmans afghans considèrent que les soviétiques sont incroyants, que tuer un incroyant c'est devenir un héros dans l'islam, qu'être tué par un incroyant c'est devenir un martyr dans l'islam. De toute façon, tout conduit à des actions violentes envers les Russes. Et vous pensez que donc la résistance durera longtemps contre l'occupation soviétique? Ce qu'il faut bien préciser, c'est que ces gens-là se battent les mains nues contre les soviétiques et que dans ces conditions, parler d'une résistance et de la durée d'un mouvement éventuel
éventuelle de résistance, c'est un peu hypothétique. Alors qu'il y a effectivement près de 100 000 soviétiques, près de 100 000 soldats à Kaboul et en Afghanistan. Et curieusement, au même moment précisément, Léonid Brejnev tenait des propos plutôt rassurants dans un premier temps sur l'Afghanistan. L'URSS, a-t-il dit, est prête à commencer à retirer ses troupes dès que l'ingérence extérieure dirigée contre le gouvernement et le peuple afghan, sous toutes ses formes, aura entièrement cessé. Nous l'écoutons. Que les États-Unis et les voisins de l'Afghanistan garantissent la fin de l'ingérence extérieure, et alors l'aide militaire soviétique ne sera plus nécessaire, a précisé le président Brejnev. Le numéro 1 soviétique, qui parlait dans le cadre de la campagne électorale pour les élections au Soviet suprême, a assorti, il est vrai, cette ouverture de critiques très sévères contre Washington. Washington, qui, dit-il, pousse des cris hystériques. Monsieur Carter et son entourage, a dit M. Brejnev, savent très bien qu'il n'y a pas eu d'intervention des Russes en Afghanistan. Ce sont 3 gouvernements afghans successifs qui nous ont demandé instamment notre aide pour la défense de leur pays contre l'invasion étrangère des forces de la contre-révolution. Ce sont les Américains, les Chinois et les autres, a ajouté M. Brejnev, qui organisent cette intervention qui a créé un danger sérieux pour la révolution afghane et pour la sécurité de notre frontière méridionale. Donc Georges Bortoli a un discours de tonalité très dur, avec quand même, je le disais, cette petite phrase sur le possible retrait des troupes soviétiques. Tonalité dure et même musclée, avec beaucoup de références à la puissance militaire de l'URSS, mais il y a ce signe. On a l'impression que c'est un signe que M. Brejnev a fait ce soir très discrètement. Je crois qu'il faut examiner ce signe avec beaucoup d'attention, sans le minimiser, sans en exagérer non plus la portée. C'est visiblement pas demain que les chars soviétiques vont quitter l'Afghanistan. En effet, quand M. Brejnev dit que cesse l'ingérence contre le gouvernement afghan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne touchez pas M. Babrak Karmel, ne touchez pas au régime communiste afghan, mais quand on voit ce qui se passe à Kaboul, n'est-ce pas? Quand on voit les Afghans crier Allahu Akbar du haut de leur terrasse, exactement comme les Iraniens d'ailleurs criaient Allahu Akbar du haut de leur terrasse du temps des manifestations contre le Shah, rappelez-vous. Est-ce que c'est vraiment de l'intervention extérieure? C'est de l'ingérence? Alors, si M. Brejnev veut vraiment dire que chaque fois qu'il y a une voix afghane, une poitrine afghane, contre les occupants, c'est vraiment de l'ingérence extérieure, c'est vraiment la main des Américains, alors on risque effectivement de voir les soldats soviétiques ne pas se retirer de sitôt. Cela dit, je le répète, il n'est pas indifférent que ces petites phrases sur un retrait éventuel aient été prononcées, qu'elles aient été prononcées par le numéro 1 soviétique, et non pas dans le secret d'une conversation avec telle ou telle personnalité, mais publiquement, en plein Kremlin et devant un immense auditoire. Mais c'est pas pour faire plaisir à M. Carter et pour obtenir un maintien des Jeux Olympiques. Non, écoutez, de toute façon, contre M. Carter, ça a été une charge à fond de train, si je puis dire. Les seuls qui étaient un peu épargnés, parce qu'on n'a pas parlé d'eux, c'est les pays européens. Et pendant ce temps, précisément, Cyrus Vance achevait sa tournée européenne, un voyage de 3 jours à Bonn, à Rome, à Londres et à Paris. Un voyage qui n'a pas été un succès, dit la presse américaine, parce que Vance n'a pas réussi à faire bouger la France. 2 autres télégrammes de l'étranger. Téhéran, c'est demain qu'arrivera la commission d'enquête de l'ONU sur le régime impérial en Iran. Les 5 membres de la commission quitteront donc alors Genève. Et puis Ljubljana, pas de changement important dans l'état général du maréchal Tito. Un rein artificiel lui a été posé et l'optimisme de la population renaît de plus belle, ce qui est quand même tout à fait étonnant quand on pense à ce qu'on disait de Tito il y a seulement 10 jours. Le maréchal aurait même fait remettre des messages à plusieurs chefs d'État. Les affaires politiques françaises maintenant, avec toujours les suites de la conférence de presse de Georges Marchais. C'est un des éléments qui a fait dire hier à François Mitterrand dans France Soir que le PS n'éliminait pas l'éventualité de gouverner seul. Réaction bien évidemment vive critique du PC, mais aussi de Didier Mottchan, socialiste comme François Mitterrand, mais appartenant à la tendance CRS. Jean-Pierre Chevènement, qui est lui le chef de file du CRS, essaie de mettre tout le monde d'accord. Si le Parti communiste, comme il faut le dire, tout son comportement actuel y conduit logiquement, refusait cette formule, eh bien, nous n'éliminerions pas l'hypothèse d'un gouvernement socialiste homogène, en sachant toutefois que ça ne conduit pas loin. Et François Mitterrand a rappelé le sort de Mário Soares au Portugal. Et naturellement, notre but, c'est de faire un gouvernement d'union de la gauche, c'est d'associer le Parti communiste
communiste à égalité de droits et de devoirs pour transformer la société française. Ce que nous savons par expérience, c'est que le Parti communiste peut changer de ligne à 180 degrés. Je vous dirais qu'en ce qui me concerne, c'est mon espoir, c'est que se rendant compte de l'impasse tragique dans laquelle il s'enferme lui-même, dans laquelle il enferme la gauche, eh bien, le Parti communiste revienne à une analyse plus sérieuse de la réalité, accepte de prendre sa place dans un gouvernement de la gauche, étendu à tous les démocrates qui voudront changer la situation en France, sortir notre pays de l'ornière dans lequel aujourd'hui on le voit s'enfoncer. Quant à un autre socialiste, Pierre Mauroy, il a annoncé aujourd'hui sa démission du Parlement européen. Il veut ainsi se conformer au règlement intérieur du PS qui stipule que les socialistes ne peuvent exercer que 2 mandats électifs. Du côté du PC, plusieurs communistes, parmi lesquels Jean Hellenstein et Yvonne Kiles, en désaccord avec la direction de leur parti, ont reçu de leurs cellules des lettres les invitant à quitter le PCF. Ils ont pour l'instant refusé. Et puis réponse de Charles Fitterman à Edmond Maire qui lui reprochait les attaques du PC contre la CFDT dans le territoire de Belfort. Votre démarche, dit le responsable communiste, couvre une petite opération politicienne anticommuniste dont les ficelles sont au demeurant un peu grosses. Du côté de la majorité, début cet après-midi du congrès du CDS à Strasbourg. 2500 délégués, Jean-Louis Le Senne, notre envoyé spécial, nous en rendra compte jusqu'à dimanche soir. Strasbourg toujours, le maire de la ville, Pierre Plimelin, est d'accord pour concéder à Luxembourg certaines sessions de l'Assemblée des Neufs en échange d'un transfert au moins partiel du secrétariat général de Luxembourg à Strasbourg. Et puis ce propos d'Olivier Guichard dans l'économie, le durcissement soviétique a débusqué le PC, ainsi la crise extérieure semble nous avoir débarrassé de la crise intérieure. Quinzaine d'actions de la CGT suite, la centrale a remis au ministre du Travail un dossier sur les libertés syndicales. Économie, les Français épargnent moins. Le mois dernier, la collecte de l'épargne a été inférieure de moitié à ce qu'elle était en janvier 1979. Du reste, l'une des incertitudes majeures de la conjoncture est la consommation des Français pour les mois à venir, Philippe Sassi. Oui, effectivement. Alors les Français épargnent moins. Regardez ces chiffres. La collecte, c'est-à-dire la nouvelle épargne, les nouveaux dépôts, en janvier 1980, a été de 2,2 milliards de francs, alors qu'en janvier 1979, eh bien, cette collecte a été de 4,5 milliards. C'est-à-dire, effectivement, une diminution d'à peu près de moitié. Ceci pour les chiffres des caisses d'épargne avec l'écureuil. Mais pour les caisses d'épargne de la Poste, eh bien, même phénomène. Les retraits, c'est-à-dire les gens qui ont retiré de l'argent, ces retraits ont augmenté de 35%, la collecte a baissé de 45%, et c'est à Paris qu'on a enregistré les plus fortes baisses, puisque la collecte n'a représenté que le quart de la collecte de janvier 1975. Là, il y a eu une baisse de 75%. Les raisons sont assez faciles à deviner, les Français ont besoin d'argent. Alors les Français ont besoin d'argent, mais il y a plusieurs raisons. La première, je crois qu'il y a eu l'emprunt Monori, vous savez ce qu'on appelait l'emprunt Monori, qui a été clôturé à la milieu du mois de janvier, au milieu du mois de janvier, et cet emprunt était extrêmement intéressant, 12% de taux d'intérêt, le plus fort taux d'intérêt offert par l'État, et peut-être que des gens ont préféré retirer de l'argent des caisses d'épargne pour prendre de cet emprunt. Il y a aussi eu bien des achats en bourse, des achats d'or également, et puis beaucoup d'épargnants trouvent que la rémunération de 6,5% n'est pas suffisante, et actuellement je peux vous dire que les dirigeants des caisses d'épargne font le siège de M. Monori pour lui demander de remonter ce fameux taux d'intérêt. Surtout quand on atteint près de 12% d'inflation par an. Surtout quand on atteint un taux d'inflation de 12% qui devrait du reste diminuer un petit peu cette année. Mais il y a peut-être aussi une raison qui est plus fondamentale. Depuis le mois d'août, l'épargne se porte un peu moins bien en France. Les Français semblent vouloir acheter des voitures, dépenser de l'argent pour aller en vacances, ou bien simplement dépenser de l'argent pour satisfaire leurs besoins ou leurs envies. C'est un phénomène du reste que l'on conserverait dans le monde entier. Aux États-Unis, par exemple, jamais le taux d'épargne n'était aussi bas, et même au Japon, on assiste à une diminution de l'épargne. Amorcée en 1979, la politique de redéploiement du ministre de l'Éducation, c'est-à-dire pour les responsables une meilleure répartition du budget, se traduit en fait par la fermeture de certaines écoles. Protestation bien sûr des syndicats, car dans certaines régions, ce redéploiement aggrave les difficultés des enseignants, des parents et bien entendu des élèves. Dominique Lory est allé enquêter dans l'une des régions les plus belles de France, l'une des plus déshéritées aussi, la Lozère. En Lozère, tous les chemins ne mènent pas à l'école. La dépopulation, l'habitat dispersé, oblige ici les pouvoirs publics, loin des directives ministérielles, à trouver des solutions locales. Dans les villages de montagne, il n'est pas rare de découvrir des écoles de 3, 4 ou 5 élèves. Mais depuis l'an dernier, les fermetures s'accélèrent dans le département. 30 en 79, déjà 18 cette année. Pour les maires des villages de montagne, c'est la fin d'une époque. La fermeture des écoles, c'est la fin de souvenirs agréables que nous connaissions. L'école qui survit,
c'est en général la classe unique d'une dizaine d'élèves. L'instituteur s'apparente à un chef d'orchestre. Il a la tâche difficile de faire travailler en même temps des élèves qui représentent tous les niveaux de l'école primaire. Alors par exemple, bon, le matin, quand on commence, quand je fais lire les élèves du cours préparatoire qui sont là, les élèves du cours élémentaire, eux, font leur leçon d'écriture, les élèves du cours moyen font leurs opérations. Et après, bien sûr, quand les élèves du cours préparatoire ont fini leur lecture, ils passent à l'écriture, et alors là, je prends les élèves du cours moyen pour la leçon de calcul, il faut toujours jongler. Pensez pas qu'il serait préférable, par exemple, de les regrouper dans un bourg, dans une grande école où il y a beaucoup de monde? Pour moi, ce n'est pas évident du tout, hein, car en plus, quand on enlève l'école d'un village, eh bien non, c'est la mort du village. Voilà pourquoi je suis pour conserver les écoles dans les petits villages. Même si ça vous pose des problèmes? Même si ça pose des problèmes. Pourtant, on ferme. Nous sommes à Coquenat, à 40 km de Mende, un village perdu dans la montagne. L'école, qui reçoit 3 élèves, sera fermée à la rentrée. Les enfants seront regroupés 4 km plus bas avec des écoliers des hameaux voisins. Solution qui ne soulève guère l'enthousiasme des parents. Ça me pose des problèmes parce que il va falloir que je les mette au ramassage. Et le ramassage l'hiver c'est très ennuyant. De temps en temps, la neige, le mauvais temps. Vous avez peur? J'ai peur que ça sera dur. Il est vrai que les routes sont mauvaises dans la région. Il y a à peine une semaine, il y avait 30 cm de neige et du verglas. Se séparer des enfants à 7 h du matin pour les récupérer le soir à 6 h, juste pour les changer parce qu'ils sont transis de froid souvent, et les faire manger et les mettre au lit pour repartir dès le lendemain, c'est vraiment quelque chose qui est dur à penser. Argument avancé par l'inspecteur d'académie, une école de 3 ou 4 élèves aggrave l'inégalité des chances, car l'isolement des enfants freine leur développement. Argument qui n'est pas sans fondement. Nous l'avons constaté à Barjac, une école qui reçoit 40 élèves venus de plusieurs communes. Le travail de groupe, l'émulation, jouent ici un rôle qui, bien sûr, font défaut dans les petites écoles de montagne. Mais il faut bien se dire que le regroupement ne peut se justifier que dans la mesure où il impose un très faible trajet aux enfants. On le voit, les solutions ne sont pas simples. Il est clair qu'un poste d'instituteur pour 25 élèves est plus rentable pour l'État qu'un maître pour 4 écoliers. Reste qu'il faut tenir compte des conditions particulières qui existent dans cette région. Mais à dire vrai, quel que soit le système mis en place, la solution est ailleurs, elle dépasse le cadre de l'éducation. Le problème est économique, ce qui est en cause, c'est la désertification de la région, faute d'emploi. Les factures de téléphone, les personnes qui contestent leur note de téléphone avaient obtenu de pouvoir consulter ces bandes de contrôle, répertoriant leurs appels. Mais aujourd'hui, le secrétaire d'État au PTT a annoncé qu'aucune copie de ces bandes ne serait délivrée. Cela afin de protéger la vie privée des abonnés. En cas de réclamation, l'administration continuera donc à effectuer des contrôles avec des compteurs branchés sur les lignes. Un film qui fait pleurer l'Amérique depuis 3 mois va sortir la semaine prochaine à Paris, Kramer contre Kramer. C'est l'histoire d'un petit garçon abandonné par sa mère alors que celle-ci veut travailler. Le père élève donc l'enfant, mais un jour, la mère, Meryl Streep dans le film, veut reprendre son fils. C'est alors que le père, Dustin Hoffman, craque. Voici un extrait. Là-bas, en bas, tu sais ce que c'est? Quoi? C'est Brooklyn. C'est pas là que t'habitais quand t'étais petit? Tout juste. Et ici, c'est où je travaille. Bah, viens. C'est vraiment ton bureau, ça? Ouais. Papa? Hein? Tu te remarieras un jour? J'en sais rien, j'ai pas encore pensé. Tu te remarieras pas avec Phyllis? Non, c'est qu'une bonne copine. Oh. Et toi et maman, vous allez vous remarier? Non, maman et moi, on se remariera jamais ensemble. Je te parie que cette voyage Seb se remariera avec toi. Dès que j'ai quitté mon fils, c'est une chose impardonnable, j'en suis consciente. Mais croyez-moi, je paie mon erreur. Tous les jours, je paie cette faute. Mais si je l'ai quitté quand même, c'est que j'étais persuadée que c'était la seule solution. Et que c'était la meilleure chose pour lui. J'étais incapable de réussir ma vie de femme dans ce foyer. Je ne savais plus du tout où j'en étais à ce moment-là. Alors, il m'a semblé que je ne devais pas l'emmener. Mais il se trouve que depuis, j'ai été
un peu épaulée. Et il a fallu que je travaille très très dur pour devenir une femme à part entière. Oui, c'est un film que je n'ai pas été convié à voir, mais qui, paraît-il, arrache des larmes aux spectateurs. En fait, ce film pose le problème des enfants du divorce. Trop souvent, ceux-ci deviennent les otages du conflit entre les parents. La garde des enfants est donnée à la mère presque systématiquement, sans que cela soit forcément une bonne chose pour les enfants. Alors nous allons vous présenter un homme, sans que vous puissiez le reconnaître, car il passe en correctionnel dans quelques jours. Il est accusé d'avoir enlevé sa fille, avec laquelle il vit en fugitif depuis 6 ans. Nous écoutons son témoignage. Bien, j'ai réclamé, comme tous les pères, la garde juridique de ma fille. Et je me suis heurté, évidemment, comme tous les pères encore, à certaines difficultés. C'est-à-dire, la garde automatique à la mère, on sait comment elle est faite maintenant. Une enquête dite sociale, et le tour est joué. Alors, évidemment, je me suis rebellé contre ça. Et le jour où on est venu chercher la petite pour la rendre à sa mère, bien, j'ai pris la fuite avec ma fille. J'ai tâté un peu l'Algérie, la Suisse, bon, ça n'a pas marché. Je suis revenu en France, je me suis établi dans le Midi, j'ai mis la petite à l'école là-bas, jusqu'au jour, évidemment, où je me suis fait prendre par les gendarmes et où il a fallu, je dirais, répondre de mes actes. Financièrement, comment avez-vous fait pour tenir pendant autant d'années ? Eh bien, le jour où j'ai décidé de fuir avec ma fille, eh bien, j'ai vendu un pavillon qui était un bien personnel. Et, mon Dieu, depuis cette époque-là, nous vivons comme ça. Nous vivons évidemment sobrement, mais nous vivons. Dis-moi, Joël, et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Eh bien, je pense que c'est pas tellement bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Tu as envie de vivre où, toi? Avec mon père. Est-ce que tu as des relations avec ta maman? Pas tellement, parce que je l'ai vue à Noël 2 heures. Tu te souviens de ta fuite avec ton papa? Un petit peu. Comment ça se passait? C'était bien pour toi? Pas tellement. Pourquoi? Ben, on voyageait beaucoup, on changeait de région. J'étais forcée de changer d'école. Pour agir comme ça, il faut se sacrifier entièrement, c'est-à-dire qu'il faut vivre uniquement pour un enfant, rien d'autre, pas de situation, pas de ces choses-là. Autrement, ça, je dirais ça met un peu les bâtons dans les roues. Hein. Dès qu'un enfant a une maladie, quoi que ce soit, c'est pratiquement impossible d'avoir une situation. Je vois que cette solution, d'ailleurs, tout sacrifier. L'idéal pour toi, ce serait quoi? Quand tu rêves comme ça, tu aurais envie de quoi? Que ça s'arrange comment, cette histoire? Eh bien, qu'on donne la garde à mon père et puis que j'aille faire des visites à ma mère et qu'elle me laisse à mon père. Il y a même des cas encore plus dramatiques lorsqu'il s'agit du père qui a un enfant naturel. Alors l'enfant, il est reconnu par le père, il porte son nom, il n'a absolument aucun droit sur lui. Et puis alors, le droit de visite. Car le père, de toute façon, même s'il n'a pas la garde, il a un droit de visite. Et bien souvent, il n'arrive pas à l'exercer. Et puis n'oubliez pas aussi qu'il y a maintenant le problème aussi des pensions abusives, où quelquefois on verse des pensions dont le montant est exagéré, ou alors il arrive même que l'enfant soit chez le père et qu'il doive verser des pensions pour un enfant qui vit chez lui. Alors finalement, Maître Lénard, qu'est-ce que vous demandez? Eh bien, nous demandons la garde conjointe ou la garde alternée, de façon à ce que les enfants puissent bénéficier des aptitudes éducatives des 2 parents. Et à partir de l'âge de 9 ans, le droit de choisir le parent avec lequel l'enfant désire vivre. Ce que nous demandons, c'est pour le père célibataire, celui qui n'est pas marié, qui reconnaît son enfant, l'enfant porte son nom, nous voulons qu'il ait des droits sur cet enfant qui n'a pas actuellement dans le droit français. Oui, cela dit, il faut dire qu'il y a beaucoup d'exemples de pères qui ne paient pas de leur côté leur pension. En tout cas, je crois que nous ne sommes pas prêts d'oublier ce témoignage, le témoignage précédent de ce père donc, qui, pour l'amour de sa fille, a vécu une longue fuite de 6 ans. Monique Carra reviendra très longuement sur ce problème dans notre émission C'est la vie de Noël Mamère à 18h30. Durant 3 semaines, elle posera précisément le problème des enfants et de la justice. Une institutrice des Côtes du Nord porte plainte pour brutalité dans un commissariat. Appréhendée à Plogoff, la jeune fille avait refusé de passer la photo anthropométrique. C'est alors, affirme-t-elle, que des violences ont été commises.
Suite de notre Tour de France de la culture. Demain, dans Samedi et demi, Georges Bégou et Jean-Claude Mangeot nous feront vivre quelques aventures culturelles, entre guillemets, dans le Languedoc. Samedi et demi sera retransmis en direct de Montpellier. Une ville qui bouge et qui renoue avec la danse, l'opéra et le théâtre. À quelques kilomètres de là, des villes plus petites bougent tout autant. Entre autres traditions, il subsiste celle du carnaval. Et cette semaine, à Pézenas, dans l'Hérault, la fête battra son plein avec la grande tradition populaire des fêtes à travers les âges. Qu'est-ce que c'est que... De tous les carnavals de la région montpelliéraine, celui de Pézenas est un des plus représentatifs. Il fait ressurgir du fond des âges cette spontanéité, cette gaieté, cette joie de danser autour du poulain, le poulain l'animal fantastique et sacré de la ville. Cette carcasse en bois de châtaignier qui commémore la naissance d'un poulain royal dans cette ville au temps de Louis VIII. La tradition a traversé les siècles allègrement. Royauté, empire ou république, paré de tous les emblèmes, le poulain est toujours sorti. On peut imaginer sans peine que Molière, qui vécut 6 ans à Pézenas, a partagé aussi la fête sur cette place de la Poissonnerie où il avait coutume de venir écouter les conversations du pays qui ont alimenté quelques-unes de ses comédies. Beaucoup de jeunes pour un carnaval sans char, sans corso, sans préparation minutieuse. Les tambours et les galoubets rythment des musiques connues des oreilles languedociennes. « 400 kilos à bout de bras pour 8 hommes qui vont serpenter dans les rues de la ville jusqu'à la nuit tombante. Une tradition qui appartient à notre culture, à notre patrimoine et qui n'a pas besoin de revivre puisqu'elle ne s'est jamais éteinte. Aujourd'hui, à l'Aigues-Plessis ont eu lieu les 2 manches du slalom spécial masculin. Au terme de ces 2 manches cet après-midi, c'est Stenmark qui l'a emporté devant l'Américain Filmar. Je vous propose de regarder ces images avec Serge Rissez. L'étrange aventure dont a été victime le Yougoslave George Križaj restera l'un des moments les plus singuliers des Jeux Olympiques d'hiver 1980. Première manche, Križaj en piste. Il est facile, jusqu'ici tout va bien, mais soudain, regardez ce qui va se passer attentivement. Voilà, Križaj s'arrête. Que s'est-il passé? Križaj a raté une porte, mais il conteste la responsabilité de sa faute. Argument de Križaj, la porte n'avait pas été remise à sa place, alors que le concurrent qui l'avait précédé l'avait fait tomber. Bénéfice du doute, le jury lui redonne un nouveau départ, mais implacable verdict du ralenti visionné ici entre les 2 manches. Filmar allait réaliser le meilleur temps de la première manche, accrocheur. L'Américain prenait une avance importante sur Stenmark, 5e à l'issue de ses premières manches, avec un retard de 58 centièmes. C'était étonnant, mais on attendait bien sûr la 2e manche du Suédois. Une 2e manche exceptionnelle, où le Suédois a fait preuve d'une aisance étonnante. Une indépendance et une souplesse de jambes qui lui sont à chaque fois d'un recours important pour triompher à la fin des 2e manches. Križaj est éliminé, le Suédois est premier, Filmar 2e, médaille d'argent, 3e le Suisse Luiti. Un seul regret pour Stenmark, cette peur irrépréhensible au cours des descentes et qui lui empêche de rejoindre Tilly Esseler, coureur complet, seul vainqueur olympique des 3 spécialités alpines. Vous vous rappelez certainement de Willie Davenport, qui avait remporté la médaille d'or dans le 110 mètres haies à Mexico. Eh bien, cet athlète, qui est le seul noir participant aux Jeux de l'Aigues-Plessis, et s'est spectaculairement reconverti dans un autre sport, le bobsleigh, un reportage de Richard Dio. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver qu'un athlète de couleur s'aligne dans une épreuve. Et pourtant, ce noir américain a déjà été champion olympique. Il s'agit de Willie Davenport.
Davenport, favori du 110 mètres haies, ici au départ de la finale à Mexico, il y a 12 ans. Vous vous souvenez peut-être de cette superbe course emportée haut la main par le coureur des États-Unis. Davenport, ligne numéro 4, enlève la médaille d'or sans laisser la moindre chance à ses 7 adversaires. À Montréal, Davenport est encore en finale, mais il a 8 ans de plus et Guy Drut est au sommet de son art. Davenport, médaille de bronze, on croit que c'est la fin d'une longue carrière. Eh bien non, car le virus des Jeux Olympiques le reprend. Il porte son choix sur le bob à 4, un sport exceptionnel, bien dans la ligne de ce personnage hors du commun. 1, 2, 3. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai choisi cette discipline. J'ai voulu essayer et ça m'a plu. J'aimerais bien sûr gagner une médaille d'or avec l'équipe des États-Unis. Je crois que c'est possible. Oui, je suis content et dites bonjour à Guy Drut. Eh bien, c'est fait. En revanche, ce qui n'est pas fait, c'est la médaille d'or du bob à 4. Dans ce domaine, il y a la Suisse et l'inévitable Allemagne de l'Est pour empêcher Davenport d'être tout à fait heureux. On vous donnera le résultat. La météo, aujourd'hui, le temps a été doux, mais il a plu sur presque la totalité du pays. Demain, le temps sera encore doux avec quelques éclaircies et de petites pluies sur l'ouest du pays ainsi que sur la Méditerranée. Dans les autres régions, la matinée sera fraîche et brumeuse, mais le ciel sera ensoleillé. Saluons ce soir au passage la renaissance d'un confrère, Mode Europe, qui présente la particularité d'être édité en 3 langues. Vous avez rendez-vous avec Paul Amar à 23 h pour le dernier journal. Demain, n'oubliez pas, samedi et demi à 12 h 30 et à 20 h, Patrick Lecoq et non Léon Zitrone, qui est en effet à Lake Placid et qui vous commentera en direct à 23 h tout à l'heure, par Ciné Club, le match de hockey USA-URSS. Et pour vous donner un avant-goût des sports de glace, revoici la très belle performance du Britannique Robin Cousins, qui a gagné hier soir la médaille d'or de patinage artistique. Bonsoir à tous, à lundi, et puis bonnes vacances à tous les écoliers de la zone B.